créer un robot humanoïde pour aider les gens avec une approche un peu créative. La robotique et l'IA peuvent vraiment nous décharger de beaucoup de tâches. Salut Richard, merci de venir dans les derniers échanges de Change My Mind. Alors, à titre d'introduction, dis-moi qui tu es et ce que tu fais. Alors, je suis Richard Malter et je suis le directeur de la com et de l'événementiel pour la société Enchanted Tools. Ok, Enchanted Tools, qu'est-ce que c'est? On a vu un robot orange se balader, parler à des gens, c'est quoi? Ouais, en fait, on est une entreprise un peu étonnante dans le monde merveilleux de la robotique ou de l'IA. On existe depuis 3 ans et demi, on est déjà 130 collaborateurs. Et le parti pris de cette entreprise, c'est de créer un robot humanoïde qui va être là pour aider les gens, mais avec une approche un peu créative. Et donc, on a un robot qui est de couleur, qui a des grandes oreilles, qui a un grand sourire, qui a des grands yeux, et donc qui étonne, et qui détonne du coup dans des environnements comme celui-là. Alors là, vous, avec ce travail que vous faites, vous allez un cran plus loin dans l'intelligence artificielle, c'est que vous la personnifiez. Puisque jusqu'à présent, on a fait beaucoup d'échanges depuis ce matin ici, et on parle de gens qui ont des robots, mais complètement inexistants, en tout cas derrière leurs ordinateurs, qui sont là pour les aider dans leurs tâches quotidiennes, pour leur donner des réponses. Là, c'est une personne, ça veut dire qu'elle a une existence physique, qu'elle se déplace. C'est quoi la différence en termes de perception vers où est-ce qu'on va quand on est face à ce genre de machine? Oui, alors il y a beaucoup le sujet de l'IA physique ou de l'IA incarnée qui est latent. Je sais qu'on a beaucoup parlé aujourd'hui dans cette journée de savoir quelles sont les prochaines grandes étapes de l'IA. Et c'est vrai que quand tu fais un robot, tu le mets au milieu des gens, tu le mets au milieu d'éléments de notre quotidien. Et donc il capte évidemment beaucoup de choses autour de lui. Et donc en effet, quand tu vas venir dans un robot mettre de l'IA, tu en mets à plein d'endroits. Tu as la vision, tu as l'interaction, la capacité de répondre, la capacité de mapper son environnement, peut-être de saisir des objets. Donc en fait, tu as plein de couches et plein de savoir-faire qui viennent se mélanger, ce qui explique qu'on est aussi très nombreux. En fait, on n'a pas beaucoup de postes en double. C'est parce que faire un robot, c'est faire appel à plein d'IA, plein de technicité, plein de mécanique. Et donc c'est ça qui est intéressant, je pense, dans la robotique. C'est voilà, on se confronte à la machine qui sort de l'écran. En effet, on rematérialise quelque chose qui était dématérialisé jusqu'à présent. Alors j'imagine que avoir un robot, du coup avoir une IA avec une existence physique, ça lui donne des responsabilités supplémentaires. Lesquelles? Alors, il y en a plusieurs. La première, qui est peut-être la plus évidente aujourd'hui, c'est la gestion de la donnée. Comment on fait de cette donnée, quand on la capte, où est-ce qu'on l'envoie, comment on la traite, comment on l'anonymise. Parce que ça, c'est vraiment ce qui est le contrat de confiance entre les utilisateurs et toi quand ils croisent ton robot. Et donc ça, on doit le créer parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de directive de robot humanoïde dans les places. Donc ça, je pense que c'est la plus grosse responsabilité qu'on porte. Mais par exemple, on doit pouvoir trouver des biais, mettre des limites, parfois pourquoi pas physiques. Tu vois, pour donner un exemple très simple, nous on a créé des petits beacons, donc des petites balises qui ressemblent à des Apple Tag qu'on appelle des runes et qui vont permettre d'authentifier les gens. Et donc en fait, une infirmière à l'hôpital, elle va peut-être pas avoir la reconnaissance faciale pour pouvoir donner des ordres au robot, mais avoir ce petit token. Et quand elle va avoir fini son chiffre, elle va le donner à une autre et on va éviter en fait de stocker des infos personnelles qui ne sont pas forcément utiles au fonctionnement. D'accord. Alors tu parles des hôpitaux. Le robot aujourd'hui, il a un rôle dans les hôpitaux? Alors aujourd'hui, on est encore au stade de prototype, c'est le 3e prototype, mais pour autant, on le vend déjà, on le déploie déjà, parce que en fait, ce que nous on considère comme étant la bonne attitude quand tu fais de l'innovation, c'est d'aller sur le terrain, de se confronter aux gens, de voir dans le regard de l'autre si ce que tu fais, ça a du sens. Donc très vite, on a été à l'hôpital, on a notamment beaucoup travaillé avec l'hôpital Broca, qui est spécialisé dans les seniors, et donc j'ai eu la chance de passer beaucoup de temps avec des gens atteints d'Alzheimer par exemple, de leur présenter le robot, d'avoir leur feedback, et c'est comme ça qu'on co-construit le robot aussi avec les utilisateurs finaux. Nous, ce qu'on veut faire, c'est un robot d'assistance qui va venir aider les gens qui sont en permanence debout. Une infirmière qui va pouvoir lui dire va me chercher ci, va me chercher ça, ou va voir si tout le monde va bien. Enfin, on co-crée avec elle aussi tous ces cas pour être sûr que ce qu'on fait, c'est pas inutile ou c'est pas juste de la poudre aux yeux. Et donc, oui, on travaille beaucoup avec l'hôpital. On vient de faire un gros partenariat avec l'AP-HP, les hôpitaux publics parisiens. Mais on a par exemple un très beau sujet aujourd'hui avec l'Institut de cancérologie de Montpellier, où ils ont acheté un robot qu'ils vont déployer en pédiatrie. Et donc le robot va être là un peu comme pour accompagner les enfants pendant la maladie. Et à terme, si on y arrive, il pourra même accompagner les enfants en radiothérapie, là où aucun autre humain ne peut aller. Donc vraiment, c'est un robot qui se veut très utile. Et c'est ce qu'on peut voir dans le nom Enchanted Tools, c'est comment on peut faire quelque chose de très utile et aussi d'un peu de merveilleux, d'amener du sourire, de la couleur, là où vraiment il n'y en a plus.
Alors c'est marrant parce que ça va vraiment en contradiction du robot quadrupède qu'on voit un petit peu partout, qui fait des backflips ou qui a une énorme mitrailleuse sur le dessus. Donc c'est un petit peu flippant. Mais du coup, vous racontez un nouveau narratif des robots, très loin de tous les scénarios dystopiques qu'on peut avoir. Ce qui est important et ce que nous on veut faire aussi avec ce robot-là, c'est de montrer qu'on peut inventer des nouveaux futurs. Parce qu'aujourd'hui, si tout le monde se dit demain, les villes, ça sera du cyberpunk avec des robots tueurs, il y a quand même des chances qu'on y aille. Donc il faut aussi qu'on construise tous collectivement des nouveaux imaginaires, qu'on se projette. Enfin, si on veut tous du Ghibli dans le futur, il y a plus de chances qu'il arrive que si on veut du cyberpunk. Tu vois. Ouais. Donc je pense que nous, on a ce rôle-là aussi de dire. dire, mettons les graines de nouveaux imaginaires et c'est peut-être ces graines qui germeront vers des meilleurs futurs. Après, sur notre robot, on a choisi il est d'une taille, il fait la taille d'un enfant de 12 ans, il pèse une trentaine de kilos, il est capable de porter à bout de bras 3 à 4 kilos. Donc c'est plein de choses qui font que, un, il n'est pas dangereux, et deux, il n'est pas menaçant, et en plus, il n'est pas menaçant au point que, vu ses caractéristiques, il est monté sur une boule, il ne peut pas monter les marches, par exemple. Donc ça veut dire que même le robot, il n'est pas menaçant pour même te remplacer dans ton boulot. Parce qu'en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va t'assister, mais il est bien loin d'être l'équivalent, on est loin du fantasme démiurgique de certains Américains. Et du coup, très rapidement sur l'interaction, donc robot bien évidemment, et on est basé sur quel type de technologie et de quoi est capable le robot aujourd'hui en termes d'interaction avec des humains? Alors, pour l'interaction, on a des capteurs, donc on a des caméras, donc le robot est capable de vous voir, de réagir un petit peu à votre comportement. Et après, derrière, on va aller accéder à des LLM. Aujourd'hui, on a fait le choix d'être agnostique des LLM, donc on fait marcher Llama, OpenAI, enfin vraiment Mistral, hein, par exemple. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le client final qui pourra intégrer son LLM dans le robot, donc ça lui permet une grande souplesse. Si tu as une grande boîte qui a investi des millions dans un LLM, on ne va pas lui dire « Ah ben non, tu ne peux pas utiliser le robot parce que tu as fait un mauvais choix technologique il y a 2 ans ». Donc ça, c'est ce qu'on veut éviter. Mais en même temps, comme je disais, on travaille beaucoup à mettre un petit prompt tampon qui vient entre le LLM du client final et le robot pour quand même lui garder un peu le storytelling qu'on a mis au cœur de l'expérience de la machine. Alors je vais terminer par une petite question un peu prospective. Est-ce que tu penses que la technologie, et plus particulièrement l'intelligence artificielle, mais du coup toi-même le milieu de la robotique, va sauver le monde? Et tu peux me donner 2 réponses, une réponse très positive et puis une réponse aussi avec un petit peu de warning dedans ou de dire attention à ces limites-là. La robotique et l'IA, elles peuvent vraiment nous décharger de beaucoup de tâches réparbatives, pénibles. Elles peuvent probablement bien améliorer notre quotidien. Il faut qu'on travaille sur la réparabilité, la durabilité. Il ne faut pas qu'on recommence les erreurs de d'habitude à faire de l'obsolescence programmée. Enfin, tu vois, il y a un truc, il y a un cercle vertueux qu'il faut aussi que le monde de la tech s'applique un jour et pas se dire la prochaine technologie va nous sauver de la précédente. Enfin, ça, il y a un truc, le mindset doit changer. Je ne sais pas si on est prêt, mais en tout cas, on doit le changer. Et après, dans les warnings, il y a ce que je disais, bon, évidemment, les considérations écologiques, les considérations géopolitiques et bien sûr la gestion de la donnée. Aujourd'hui, on a besoin de plus de clarté sur qu'est-ce que fait la donnée, les conditions. Enfin, voilà, ça, je pense qu'encore, ça reste une black box qu'il va falloir apprendre à ouvrir ou au moins à entrouvrir pour laisser le choix aux utilisateurs finaux. Merci Richard pour ce débat hyper intéressant et puis finalement on est plutôt rassuré avec ce petit robot, on a envie de lui parler. Merci beaucoup. Ciao, bonne journée.